Et si la paix intérieure n'avait finalement rien à voir avec le confort matériel? Et si le bonheur, au fond, ça ne dépendait pas des événements extérieurs, mais plutôt de notre manière d'y faire face? C'est drôle, ces questions, on dirait qu'elles sortent d'un livre de développement personnel d'aujourd'hui. C'est ça. Et pourtant, elles ont été posées il y a presque 2000 ans. Oui, et elles sont vraiment au cœur des Lettres à Lucilius du philosophe romain Sénèque. C'est une correspondance très personnelle, presque intime, pas du tout destinée à être publiée à l'origine. Et pourtant, c'est devenu l'un des guides les plus puissants sur l'art de vivre. Absolument un des plus intemporels. C'est ça qui est dingue. Dans notre monde obsédé par la vitesse, le statut, la distraction permanente, les mots de Sénèque, ils claquent avec une pertinence incroyable. C'est presque une invitation radicale qu'il nous lance aujourd'hui. Oui, c'est comme s'il nous disait « Stop, arrêtez tout, ralentissez, regardez vraiment votre vie et reprenez contrôle de votre esprit. » Tout à fait. Et il faut insister sur un point. C'est pas de la philosophie abstraite, C'est pas un truc pour les universitaires. C'est un vrai manuel pour vivre, conçu pour être mis en pratique tous les jours. Au milieu du chaos. Exactement. Chaque lettre est une leçon. Alors aujourd'hui, on veut ouvrir ce manuel. Notre mission, si on peut dire, c'est d'explorer comment ce guide antique, forgé dans la Rome impériale, peut encore nous offrir ce qu'on cherche peut-être le plus, une forme de liberté intérieure. Pour bien comprendre la portée de ses écrits, il faut, je pense, comprendre l'homme et son époque. Sénèque, c'était pas un sage qui méditait sur une montagne. Non, pas du tout. Il était au cœur du réacteur. La Rome antique, c'était un monde de luxe, décadent, de chaos politique permanent et de danger constant. Sa vie est une suite de paradoxes, en fait. Ah, des paradoxes vertigineux, oui. Il a été l'un des hommes les plus riches de l'Empire, un dramaturge célèbre, un homme d'État, et surtout le précepteur puis le conseiller de l'empereur Néron. Une position prestigieuse, mais... Extrêmement précaire. C'est comme s'il marchait sur une corde raide au-dessus d'un nid de vipères. Et la corde a fini par casser, évidemment. Il a connu l'exil, puis il a été rappelé, il a accumulé une fortune, et ensuite il a vu son élève Néron sombrer dans la tyrannie la plus sanglante, il a dû naviguer dans des eaux. Incroyablement trouble. Il y a un épisode qui illustre ça parfaitement. Après que Néron a fait assassiner sa propre mère, Agrippine. Ah oui. C'est Sénèque qui a dû rédiger le discours officiel pour justifier cet acte monstrueux devant le Sénat. Le dilemme moral doit être insupportable. Imaginez. Il devait trouver les mots pour rendre un matricide acceptable. Juste pour survivre et peut-être essayer de limiter les dégâts. C'est dans ce contexte, en sachant que sa vie ne tenait qu'à un fil, qu'il écrit ses lettres. C'est donc un homme qui a vraiment regardé la laideur du pouvoir et de la nature humaine droit dans les yeux. Exactement. Et c'est ce qui rend ces lettres si puissantes. En surface, il écrit à son ami Lucilius. Oui, un fonctionnaire un peu plus jeune qui cherche la sagesse, mais on comprend très vite que Lucilius, c'est nous tous. Chaque lettre est un miroir, en quelque sorte. C'est ça. Un miroir qui nous renvoie nos propres luttes. La peur de la mort, la gestion de la colère, l'ambition, le deuil. En conseillant son ami, Sénèque se parle à lui-même. Et il nous parle à travers les siècles. Au cœur de tout ça, il y a une idée fondatrice. Une idée qui paraît simple, mais qui est terriblement exigeante à appliquer. Oui, c'est le pilier de sa philosophie. C'est ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle. L'idée est la suivante. La seule chose qui soit vraiment entièrement sous notre contrôle, c'est notre esprit. Notre capacité à juger les situations, à former des opinions et à choisir nos actions. C'est notre royaume intérieur. Et tout le reste? La richesse, la santé. Tout le reste est hors de notre contrôle direct. Notre richesse peut disparaître, notre santé peut décliner, notre réputation peut être détruite, même notre vie peut s'arrêter à tout moment. D'accord, je comprends l'idée, mais est-ce que c'est pas une forme de... de déni? Si quelqu'un perd son emploi, lui dire que sa souffrance vient de son jugement et pas de l'événement lui-même, ça peut paraître incroyablement dur. C'est une excellente objection, vraiment. Et c'est l'erreur d'interprétation la plus fréquente. Le stoïcisme ne nie pas la réalité ou la douleur. Perdre son emploi, c'est un événement difficile, objectivement. Bien sûr, le choc, la peine, ce sont des réactions naturelles. Sénèque ne dirait jamais « ne ressens rien ». Il dirait plutôt « fais la part des choses », c'est-à-dire... L'événement, j'ai perdu mon emploi. Ça, c'est un fait. Le jugement qu'on ajoute par-dessus « ma vie est finie, je suis un raté, j'y arriverai jamais », ça, c'est une histoire qu'on se raconte.
Et c'est cette histoire, ce jugement, qui transforme une situation difficile en souffrance insupportable. C'est la fameuse différence entre la douleur et la souffrance. Précisément. Le but n'est pas de devenir un robot insensible, c'est d'atteindre une clarté émotionnelle, de reconnaître ce qui est un fait extérieur et ce qui est une amplification intérieure. La douleur est réelle, mais la peur, le désespoir, c'est facultatif. C'est ça. Et c'est dans cet espace minuscule entre ce qui nous arrive et comment on choisit d'y répondre que se trouve toute notre liberté. Si notre esprit est la seule chose qu'on contrôle vraiment, qu'en est-il du cadre de cet esprit, notre vie ? Sénèque semble obsédé par une ressource qu'on a tous, mais qu'on gaspille, le temps. Ah, c'est un de ses thèmes les plus percutants. Sa phrase la plus célèbre là-dessus, c'est une vraie claque, hein. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, c'est que nous en gaspillons beaucoup. C'est le vol le plus grave qu'on puisse commettre envers soi-même pour lui. Elle est implacable. L'argent perdu, on peut le regagner. Une maison détruite, on peut la reconstruire. Mais une heure perdue, Une journée passée dans l'anxiété ou la distraction ? elle ne reviendra jamais. Jamais. C'est la seule ressource non renouvelable. Il dit qu'on est de parfaits gestionnaires de nos biens, mais qu'on laisse n'importe qui venir nous voler notre temps. Ça me parle, ça. Je repense à toutes les heures passées à scroller sans but sur mon téléphone. La phrase de Sénèque, qui dit en gros que c'est une forme de suicide au ralenti, elle prend un sens très concret et un peu effrayant. Exactement. Il nous met en garde contre ce qu'il appelle les grands voleurs de temps. Lesquels ? Le regret du passé, l'anxiété pour le futur et la procrastination dans le présent. Il nous somme d'arrêter de reporter la vraie vie à plus tard, à la retraite, à quand les enfants seront grands. Pendant qu'on remet à plus tard, la vie passe. C'est exactement ça. Chaque instant gaspillé est un fragment de vie qu'on abandonne volontairement. Ce qui est remarquable chez lui, c'est qu'il n'est pas juste un théoricien. C'est un poète, un artiste de la formule. Il utilise des métaphores qui s'ancrent dans l'esprit. C'est sa grande force. Il ne donne pas des ordres, il peint des tableaux. Prenez sa comparaison de la vie à une tempête en mer. Oui ? On ne contrôle ni le vent, ni les vagues. Essayer de le faire est une folie. La paix, elle ne vient pas d'une mer calme, mais de l'habileté du marin à tenir la barre, à ajuster les voiles. Le calme est une compétence intérieure, pas une condition extérieure. Il y a aussi celle du théâtre, que j'adore. L'idée qu'on est des acteurs dans une pièce qu'on n'a pas écrite. On n'a choisi ni notre rôle, ni le décor, ni les autres acteurs. Notre seule tâche, c'est de bien jouer le rôle qui nous a été donné, qu'il soit prestigieux ou modeste. La dignité est dans la performance, pas dans le rôle lui-même. C'est une métaphore très puissante sur l'acceptation, oui, et sur le devoir. De toutes ces métaphores, laquelle pensez-vous était la plus personnelle pour lui, vu sa vie ? Le marin dans la tempête ou l'acteur sur scène ? C'est une excellente question. Je pense que les deux lui parlaient beaucoup. L'acteur sur la scène politique de Rome, un rôle qu'il n'a pas toujours dû aimer, ça devait avoir une résonance particulière. Mais il y en a une troisième, peut-être encore plus radicale. La vie comme un prêt. Un prêt. Un prêt. Sénèque nous dit que rien ne nous appartient vraiment. Notre santé, nos biens, nos proches, même notre propre corps. Tout nous a été prêté par la fortune et un jour, sans prévis, il faudra tout rendre. C'est rude. Salé. Mais le sage n'est pas celui qui se lamente quand le prêt arrive à échéance. C'est celui qui est reconnaissant d'avoir pu en jouir aussi longtemps. Ce qui nous amène à un point, qui a dû en faire tiquer plus d'un. Il écrit sur le détachement des biens, sur le fait de devoir tout rendre, tout en étant l'un des hommes les plus riches de son temps. Ça sonne un peu hypocrite, non ? C'est le paradoxe central de Sénèque, et il en était très conscient. Mais sa position est plus fine qu'une simple hypocrisie. On pourrait même dire que sa richesse, c'était pas une contradiction à sa philosophie, mais son laboratoire. Son laboratoire. Un philosophe pauvre doit vivre simplement. Sénèque, lui, choisissait de le faire de temps en temps, malgré la tentation constante du luxe. Ça rend son enseignement plus crédible, en fait. C'est le fruit d'une pratique active. Donc le problème, c'est pas la richesse, c'est notre relation à elle. Exactement. Le stoïcisme ne rejette pas la richesse, il rejette la dépendance à la richesse. Pour Sénèque, la vraie pauvreté, c'est pas d'avoir peu, c'est de désirer toujours plus. Le désir insatiable est la véritable misère. Voilà. Un milliardaire rongé par le besoin d'en avoir encore plus est, d'un point de vue stoïcien, bien plus pauvre qu'un artisan qui se satisfait de ce qu'il a. C'est de là que vient son idée de l'inconfort volontaire. Oui, c'est une sorte d'entraînement, une vaccination contre le malheur. Il conseille de temps en temps de vivre avec très peu, manger un repas simple, dormir par terre. Même si on en met les moyens.
surtout si on en a les moyens. Le but, c'est pas de se punir. C'est de se prouver à soi-même qu'on peut être serein avec presque rien. C'est s'entraîner à perdre ce qu'on craint le plus de perdre, pour que la peur de perdre arrête de nous contrôler. La liberté commence là où le désir excessif s'arrête. C'est ça. En parlant de la peur de perdre, il y a la perte ultime, celle qui nous terrifie tous, la mort. L'approche de Sénèque là-dessus est souvent vue comme morbide, surtout dans notre culture qui essaie de la cacher. C'est vrai, on met un voile pudique dessus. Pour Sénèque, c'est une erreur monumentale. Pour lui, penser à la mort, ce n'est pas morbide, c'est Clarifiant. le fameux memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas un appel au désespoir, c'est un appel à l'éveil. Comment ça, un appel à l'éveil? C'est un filtre incroyablement puissant pour la vie. Quand on intègre vraiment qu'on est mortel, la plupart de nos angoisses quotidiennes, elles paraissent futiles. La petite vexation au bureau, la dispute sur les réseaux sociaux, tout ça s'effondre face à la perspective de la fin. Et ce qui reste, c'est l'essentiel. La qualité de nos relations, la fidélité à nos principes, l'usage qu'on fait du temps qui nous reste. Donc la mort ne vole pas son sens à la vie. Au contraire, elle lui donne son caractère d'urgence et sa valeur. C'est parce que le match a une fin que chaque minute compte. Accepter la mort, c'est la meilleure motivation pour commencer à vivre pleinement, maintenant. En vous écoutant, je suis frappé de voir à quel point Sénèque parle de notre époque. On dirait qu'il a écrit ses lettres hier, en regardant nos fils d'actualité. La technologie change, mais la nature humaine, très peu. Ses écrits sont une réponse étonnamment précise à nos mots modernes. Je pense par exemple à l'anxiété de poster quelque chose en ligne et d'attendre les likes. Sénèque nous dirait que c'est une folie de laisser notre paix dépendre du jugement des autres. Une chose sur laquelle on n'a aucun contrôle. Ou la peur de manquer quelque chose, le fameux FOMO qu'on voit partout sur les réseaux. Ah oui. Sénèque répondrait que la seule chose qu'on devrait avoir peur de manquer, c'est notre propre vie, en la passant à convoiter celle des autres. Et le burn-out professionnel ? Cette tendance à lier toute notre identité à notre succès, à notre statut. Il nous rappellerait que ce sont des choses externes, fragiles, qu'on peut nous les retirer à tout moment, et que notre valeur intrinsèque, notre caractère, c'est la seule chose qui nous appartienne vraiment. Le but final, donc, ce n'est pas de devenir froid. Non, C'est de devenir inébranlable, de se construire une citadelle intérieure qui peut résister aux tempêtes. Alors, pour conclure, on peut dire que les Lettres à Lucilius, c'est pas un livre qu'on lit une fois et qu'on range, c'est plus un compagnon de route. Exactement. Une ressource vers laquelle on se tourne quand la vie devient difficile ou trop bruyante. La promesse de Sénèque, c'est pas un bonheur facile. Non. C'est quelque chose de bien plus profond et de bien plus solide. La liberté intérieure. La capacité de vivre une vie guidée par la raison, le courage, l'acceptation. C'est de forger un esprit qui reste calme même quand le monde autour est en plein chaos. Et c'est peut-être ça la plus grande des sagesses. Pour laisser une dernière piste de réflexion, s'il y avait un seul domaine de notre vie, une seule chose qui nous cause de l'anxiété en ce moment, où on pourrait appliquer dès aujourd'hui ce principe stoïcien de se concentrer uniquement sur ce qu'on contrôle, lequel serait-il et qu'est-ce que ça changerait, vraiment ?